Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance internationale. Voilà, aujourd'hui avec Urmi. Bonjour Urmi, Bonjour Akina, comment heureuse, vas-tu? heureuse de te retrouver. Puis oui, ouais, ça va. Merci. Et Voilà, ça va toi? être moi ça va super bien, mais ça va être quand même une émission assez courte parce que c'est une émission pour partager donc un élément assez urgent. Voilà, donc c'est pas pour vous faire peur, bien au contraire, c'est pour vous rappeler un danger qui est devant nous. Évidemment, les dangers sont nombreux, mais le but c'est pas de rentrer dans la peur pour rester passif et rester sidéré. Bien au contraire, c'est être conscient du danger pour pouvoir être debout et résister face à ce qui est devant nous. Donc on va parler ensemble, Ourmi, du traité international imminent de l'OMS. Je me permets très rapidement de rappeler qu'Ourmi Mireille, tu as donc étudié les mathématiques à l'université de Cambridge, où tu as obtenu un doctorat et tu as eu 23 ans de carrière universitaire, à avoir dirigé des études, des recherches. Tu as publié des articles dans des journaux scientifiques, des livres dans le domaine de l'algèbre et tu as démissionné de ton poste de professeur en France pour te consacrer entièrement à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celle de la science et actuellement celle de la résistance. Et donc, tu es en lien avec de nombreux chercheurs à l'international, dans de nombreux pays, sur différents continents. Et pour ce 4e épisode de la série Résistance internationale, nous allons parler d'une rencontre internationale de l'OMS à Genève pour discuter d'un traité sur les pandémies. On en a déjà parlé, mais c'est la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on fait cette émission en urgence ce soir, Urmi. Cette réunion hybride va réunir donc 194 pays. Cette réunion va être ouverte lundi à Genève, donc en Suisse, jusqu'à mercredi prochain. Le but officiel, c'est un renforcement de la gouvernance mondiale sanitaire après le coronavirus. Le but caché, bien évidemment, on le connaît. Il s'inscrit dans une longue dynamique depuis plusieurs décennies. C'est détruire les États-nations, détruire les frontières dans un cadre d'un nouvel ordre nouveau où les entreprises transnationales privées remplaceront les États. Bien évidemment, on dit pas toutes ces informations-là, elles ne tombent pas du ciel. C'est évidemment nos recherches qui nous ont permis de faire cette émission ce soir, Rumi. Et d'ailleurs, je sais que tu as eu accès à des documents qui t'ont été transmis par tes contacts à l'international. Et donc, on va parler de ce traité ce soir et on va aussi partager donc des documents avec des partages d'écran et on mettra évidemment toutes les sources sous cette vidéo. Mais Rumi, voilà, je te laisse nous parler un peu de ce traité. Et bien évidemment, je me permettrai de rebondir, de partager quelques citations, quelques liens avec toi pour informer le grand public. Et évidemment, il faut en parler partout autour de nous parce que ce traité, on va le voir, s'inscrit dans le projet du nouvel ordre mondial. Urmi, je te laisse la main. Merci beaucoup, Akina. Donc oui, le traité va commencer à être normalement discuté le 29, c'est-à-dire lundi, mais là, on vient de me dire que ça a déjà commencé, donc aujourd'hui. Donc, je ne sais pas trop. Donc, c'est où ça a commencé aujourd'hui, où ça va commencer lundi. De toute manière, mercredi, le traité risque d'être signé, donc, ou c'est le projet, du moins. Et ce traité est très dangereux à cause de plusieurs raisons. Et donc, on a retrouvé ce document, donc en fait, sur la page de l'Institut en Suisse, là, celui qui a été fondé par Rockefeller et dont on avait déjà parlé la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. Donc, il se trouve sur leur site, tu peux donner le lien. Avec plaisir. Donc c'est un guide pour le traité, un guide du traité de la pandémie. Donc, c'est ce qu'on a de plus détaillé sur de la pandémie, je veux dire, du traité de la pandémie. Oui. Donc, c'est ce qu'on a de plus détaillé de documents qui parlent de ce traité. Donc, je vais surtout vous lire certaines citations du livre, du guide plutôt. Donc, excusez la traduction, elle a été faite assez rapidement. Donc, le projet d'un traité sur les pandémies est motivé par l'ampleur et la pression du défi posé par les pandémies. Covid-19 a révélé à quel point le monde est mal préparé pour prévenir et contrôler les pandémies. Donc, c'est vraiment pour contrôler en utilisant une pandémie comme justification. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un besoin urgent d'un régime international
plus fort pour faire face aux pandémies, d'autant plus que de nombreuses questions nécessitant des solutions mondiales semblent dépasser le champ d'application et le mandat du règlement sanitaire international existant, donc celui de 2005, et qui est le seul autre type d'instrument juridique autre que les conventions ou accords disponibles dans le cadre du mandat de l'OMS. Donc, bien sûr, c'est pour renforcer le régime international. Donc, la première convention adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en 2023, donc ça s'appelle en abrégé CCLAT, est largement considérée comme ayant démontré la faisabilité de la négociation et de l'adoption d'un traité contraignant au niveau mondial, bien que le seul à ce jour, sur une menace sanitaire mondiale majeure sous les auspices de l'OMS. Toujours l'OMS qui est au centre de tout. Et en particulier pour les auditeurs en Europe, donc le rapport de la Commission pan-européenne sur la santé et le développement durable, donc ce rapport date de septembre 2021, donc ce septembre-ci, contient un soutien à un nouveau traité, donc à ce traité sur les pandémies, et la Commission a déclaré qu'un tel traité devait être véritablement mondial et permettre la conformité dans chaque pays. Donc, donc ça dit tout. Parallèlement, donc, ça n'inclut pas seulement le côté sanitaire. Maintenant, ils introduisent aussi le côté social et économique. Et là, ils le disent explicitement dans ce guide. Parallèlement, les mesures sociales et économiques peuvent être importantes en cas de pandémie. Par exemple, pour renforcer l'adhésion aux mesures de santé publique et minimiser l'impact des perturbations économiques sur les résultats sanitaires nationaux. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent renforcer l'adhésion aux mesures de santé publique. Donc, qu'est-ce que ça implique? Bien que non explicitement dit, c'est bien sûr, mais c'est explicitement dit sur d'autres documents que nous avons déjà dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire de contrôler l'opposition, de contrôler la résistance, de contrôler tout discours qui tente de s'opposer à ce projet. Oui. Le rapport, oui. Donc, il reste à voir si cet aspect particulier de la réponse à une pandémie, c'est-à-dire les réponses sur le plan social et économique, sera finalement discuté dans le contexte d'un traité sur les pandémies ou d'un autre régime juridique. Donc, au cas où ils n'arrivent pas à faire passer ça dans le traité, ils vont voter d'autres lois à côté, d'autres traités. Donc, la lutte contre les pandémies nécessiterait également des mécanismes contraignants de suivi et de vérification. Donc, toujours le mot contraignant, 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 contraignant pour qui? La prévention des pandémies nécessite... également, oui, la lutte et aussi la prévention des pandémies nécessiterait des mécanismes convenus pour surmonter les obstacles de la souveraineté nationale. Donc là, ils le disent clairement dans le guide. Hein. Donc, vraiment, il faut surmonter l'obstacle que pourrait représenter la souveraineté nationale. Ça, c'est très, très important. Et qu'est-ce qui déclencherait le déploiement des mesures d'intervention prévues par le traité? Donc, tout d'abord, le traité devra définir le terme pandémie et établir un mode de déclaration d'une urgence de santé publique à potentiel pandémique. Et donc, le traité pourrait confier cette déclaration au directeur de l'OMS par le biais d'un mécanisme établi dans un traité. Et une fois que l'urgence sera déclarée,
ça débloquerait automatiquement les mesures d'intervention prévues par le traité. Donc là, il n'y aurait plus possibilité d'arrêter les mesures. Et dans ce traité, à 2 reprises, ils disent clairement qu'ils vont changer l'ordre mondial établi après la guerre. Et c'est l'interprétation, du moins des juristes russes, donc qui ont regardé vraiment le projet en détail. Ils ont vraiment lu tout le guide mot par mot. Donc, d'après ces juristes, la constitution de chaque pays est le produit de cet de l'ordre mondial que nous avons depuis la Seconde Guerre. Et le traité, donc, menace la constitution de chaque pays. Et le traité, bon, bien sûr, il est dit qu'il peut être signé par l'État, mais en fait, il est aussi dit qu'il peut être signé par des organismes non étatiques. Et ces organismes ne sont pas décrits, on ne sait pas de qui ils parlent. Donc, c'est une grande nouveauté parce que jusqu'à présent, tous les traités internationaux étaient signés par les États eux-mêmes. Et d'autre part, ce que ces juristes comprennent de ce guide, c'est-à-dire lorsque ces organismes signeront, en fait, ça impliquera aussi l'État. C'est-à-dire que des organismes peuvent signer, mais l'État doit se plier à l'accord si ces organismes signent. Donc, on ne sait même pas qui va signer. Donc si les États créent un obstacle, ils ont déjà tout préparé. Il y aura des organismes qui signeront et en fait, l'État sera forcé de se plier à tout ça. Donc, ils sont en train d'essayer de rendre ce traité si strict que les États et toutes les entités qui vont le signer seront obligés de l'appliquer. Par ailleurs, il est aussi dit que les conditions ou donc ce qui est dit dans ce traité, dans la version actuelle du traité, peuvent être changées. Et non seulement il peut être changé, on ne sait pas quand, dans un mois, dans un an, et ça peut devenir quelque chose de totalement différent. Les détails peuvent être totalement changés, mais les États seront forcés d'accepter. Ils ne pourront pas refuser les changements. Donc, signer aujourd'hui, ça veut dire que les changements qui vont venir, qui pourraient faire de ce traité une chose totalement différente, seront en fait forcés sur tous les pays. Ils ne pourront plus revenir en arrière. En particulier, le traité mentionne les articles 9, 21, 22, 23 de la Constitution de l'OMS. Or, je crois qu'il y a très peu de gens qui savaient, moi je ne le savais pas et mes collègues russes non plus, que l'OMS a en fait une constitution. Ce qu'on pensait, c'est que l'OMS n'a qu'un règlement intérieur, mais non, il a une constitution. Et c'est très intéressant de regarder ce qu'est cette constitution, c'est-à-dire que, en particulier, l'article 21, donc l'Assemblée de la santé est habilitée à adopter des règlements concernant les exigences sanitaires et de quarantaine et les autres procédures visant à empêcher la propagation internationale des maladies, les nomenclatures relatives aux maladies, aux causes de décès et aux pratiques de santé publique, les normes relatives aux méthodes de diagnostic à l'usage international, les normes relatives à la sécurité, à la pureté et à l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires circulant à l'international, et la publicité et les prescriptions relatives aux produits biologiques, pharmaceutiques et similaires faisant l'objet d'un commerce international. Donc ça, c'est l'article 21, et l'OMS est liée par ces articles, mais ils veulent aller au-delà,
Donc, c'est ce qui est appliqué dans ce guide. Ils veulent aller au-delà, étendre leurs droits et leurs pouvoirs. Donc, quel est le but? C'est de détruire l'État-nation, de détruire les frontières entre pays, dans un nouvel ordre mondial où les entreprises transnationales privées remplaceront les États. Donc, c'est ce qu'on appelait jusqu'à récemment le capitalisme philanthropique. Et maintenant, le nouveau nom, c'est quelque chose comme capitalisme inclusif, ou je ne me souviens plus trop de l'expression. Et en fait, ils veulent que ça soit comme si on vivait à l'intérieur des grandes entreprises transnationales. Et bien sûr, les peuples, dans tout ça, ils auront de moins en moins de droits, ils n'auront plus vraiment de droits. Ça sera un monde dirigé par par des entreprises privées. Et surtout, tout cela est en train de se faire dans un grand secret. Les peuples ne sont pas au courant. Et donc qu'a fait la résistance russe? Elle a envoyé un message à l'Assemblée des Nations Unies et à l'Assemblée de l'OMS demandant de stopper immédiatement le processus de ratification de ce traité de pandémie, car les peuples, quel que soit le pays, n'ont pas été correctement informés sur le texte du traité. Et le traité n'a jamais été publié, donc on n'a pas la version, en fait, même initiale du traité. Et nous n'avons pas été informés de la procédure, des règlements, des conséquences. On nous a rien dit. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'en juger, d'en discuter. En fait, aucun parlement dans aucun pays n'a même discuté de cela. Donc, qui a donné le droit à ces nations ou à ces organismes de signer un traité qui est totalement inconnu par tous? Et par ailleurs, c'est intéressant, ça serait intéressant de voir qui va représenter la France ou d'autres pays européens, parce que la Russie, elle sera représentée par certains ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, puis un autre. Donc, c'est même pas l'État, je veux dire, c'est même pas le président. Donc, ce sont des ministères qui vont signer peut-être, mais qui leur a donné ce mandat? Et donc, pour ces raisons-là, la résistance russe demande que le processus soit interrompu jusqu'à ce que tous les peuples, dans tous les pays, aient étudié le traité et lu son contenu, et au moins se soient familiarisés avec ce projet. Et je crois qu'il est très, très important pour les autres pays, et donc, bien sûr, ici, on est en France, de soutenir l'action de la résistance russe. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Il faut que ça soit une action internationale où on le fait ensemble, et ça serait très, très, très important que les juristes français se mettent à décortiquer au moins le guide du traité, tout comme leurs collègues russes l'ont fait, et qu'on voit vraiment légalement ce que ça implique. Donc voilà, ça va être débattu lundi, mardi, mercredi, c'est la date de l'échéance. Il faut garder un œil sur mercredi. Est-ce qu'ils vont ils vont le signer? Qu'est-ce qu'ils vont signer? Les Russes essayent le maximum pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire la résistance russe. Mais qui d'autre essaye? Personne. Il n'y a que eux. Donc, vraiment, il faut vraiment les soutenir. Merci. Les pays ne sont pas au courant du traité. Hein. Cette semaine, j'étais en train de parler avec d'autres groupes de résistance. Ils n'étaient pas du tout au courant. Je veux dire, en Angleterre, oui, parce que bon, c'est passé mon article a été publié dans un des grands sites, mais ça n'a pas été publié dans les journaux écrits. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte que là, c'est l'urgence. Donc, en fait, en dehors de la Russie, il y a vraiment que la France qui est au courant, simplement parce qu'on a alerté le public français. Donc oui, il faut qu'on les soutienne, et il faut absolument qu'on soutienne nos camarades russes dans ce qu'il faut.
Pour aller dans ton sens, Sourmi, je me permets de partager 2 commentaires, de Riton qui est avec nous là sur YouTube, Interligaré. Il nous rappelle que le premier directeur de l'OMS qui s'appelait George Shillom était lui-même pour un gouvernement mondial. Voilà, donc ça, c'est une Voilà. information que vous pouvez vérifier par vous-même. Il nous donne une autre information qui est intéressante aussi. Il nous dit donc, que dans The Journal International Health en 1951, vous imaginez, il y a 70 ans, il disait: «Le gouvernement mondial doit être construit brique par brique». Et là, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une brique centrale qui porte atteinte donc à la souveraineté des nations, qui permettra donc de donner une capacité d'ingérence en fait d'une organisation internationale pour qui personne n'a voté. Moi personnellement, j'ai pas voté pour l'OMS. Toi non plus, Ourmi. Riton qui commente notre live n'a pas non plus voté pour l'OMS. Tous les gens qui nous écoutent n'ont pas voté pour l'OMS. Donc quelle est la légitimité de ces organisations internationales qui n'ont pas été validées par le peuple, qui est lui-même évidemment légitime à travers une souveraineté populaire? Et je me permets une petite parenthèse aussi, ça permet de voir la puissance de l'outil que le référendum d'initiative citoyenne avec l'axe constituant. Et si on avait ce référendum d'initiative citoyenne, ça permettrait et ça imposerait à l'État français de faire valider par référendum national et citoyen les traités internationaux qui vont impacter nos vies au quotidien, où aujourd'hui, tu nous l'as très bien dit, ils vont pouvoir envoyer des contrôleurs sur place pour vérifier qu'on respecte bien les prérogatives qui ont été imposées par l'OMS, tout en sachant évidemment que l'OMS, on l'a bien vu depuis les débuts de cette pandémie, n'a pas du tout joué un rôle pour la santé et pour l'intérêt général, et bien au contraire, a fait le jeu de Big Pharma, le jeu des intérêts économiques, le jeu de cette oligarchie internationale qui construit donc ce grand projet. Et si vous doutez encore, évidemment, c'est important de douter et on vous encourage à faire vos propres recherches. Je vais vous partager encore quelques données. On va donc faire à nouveau un petit partage d'écran, Roumi. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, on vous a montré avec Roumi, donc le guide qu'on va vous mettre en lien sous la vidéo avec donc le document le plus complet aujourd'hui qui est public pour comprendre ce traité qui va être négocié. Je vous ai affiché tout à l'heure à l'écran, par exemple, ce document qui vient du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne. Donc, on vous mettra aussi le lien dessous. Je ne vais pas vous relire tout ce qui est, j'ai surligné parce que Roumi en a parlé longuement, mais je me permets de lire 2 citations à la fin de ce document. C'est très rapide. Tout d'abord, une citation de Charles Michel, qui est président du Conseil européen et qui a fait un discours lors du Forum de Paris sur la paix le 12 novembre 2020. Il disait quoi? Nous devons aller plus loin et tirer les leçons de la pandémie. On constate qu'il est absolument crucial de pouvoir agir plus vite et de façon plus coordonnée pour faire en sorte que des équipements médicaux soient disponibles et pour s'échanger très rapidement des informations afin de protéger au mieux nos citoyens. Donc évidemment, il faut lire entre les lignes parce que quand on a un bourreau qui veut nous dominer, eh bien, il ne va pas afficher le masque du bourreau. Il va afficher le masque du protecteur pour dire que c'est pour le bien des populations, mais on voit très bien le jeu qui n'est pas sincère et le double discours qu'il y a depuis longtemps. Et regardez cette deuxième citation, c'est des dirigeants mondiaux plaident en faveur d'un nouveau traité international pour améliorer la réaction aux pandémies. Donc, je vous fais aussi cette courte citation. Donc, ça, c'est un appel conjoint en faveur d'un traité international sur les pandémies. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y aura d'autres pandémies et d'autres urgences sanitaires majeures. La question n'est pas de savoir si, mais quand elles surviendront. Donc, ça veut dire que c'est des gens, c'est Madame Irma, c'est des gens qui sont médiums, ils ont la capacité de voir dans le futur. Non, pas du tout. C'est simplement, c'est parce qu'ils sont à l'œuvre de ces pandémies. Ourmi, je t'en prie. Oui, oui, excuse-moi de t'interrompre. Là, je voudrais rappeler qu'ils sont en train de lier pandémie et changement climatique et qu'ils sont en train donc, le premier cas d'une maladie qui est soi-disant due à ce changement, c'est passé, je veux dire, c'est ainsi qu'a été diagnostiqué une maladie, le cas d'un patient au Canada. Donc, c'est une première étape. Par ailleurs, et là, on y reviendra, on fera une émission sur le changement climatique qui, à nouveau, n'a jamais, vraiment, je le dis jamais, parce que ça on l'a vraiment étudié il y a quelques années. La seule raison pour laquelle je n'en parle pas dans mon livre, c'est parce qu'on m'avait dit à l'époque, tu mentionnes ça dans ton livre et tu seras brûlé sur la place publique, on ne te permettra plus de parler. Donc je n'en ai pas parlé avant aujourd'hui, parce que, en fait, dans le changement climatique, qu'est-ce qu'il faut pour montrer un changement climatique? Ils prennent des modèles mathématiques, mais absolument aberrants, qu'on ne comprend pas. Et ça, j'étais à Cambridge quand ça se passait.
je suis allée au séminaire et je peux vous dire que je ne comprenais pas. J'ai même parlé avec les experts d'Oxford et de Cambridge qui étaient en train qui sont derrière ces modèles. Et par exemple, apparemment, ils ont baissé la montée de la température apparemment c'était 2 degrés. Donc c'est et si ça monte de 2 degrés, je veux dire, ils ont baissé ça. Je veux dire, ils ont fait des trucs, c'est invraisemblable. Ils ont changé de 2 degrés de 1,5 à 2, je ne sais pas quoi, depuis le début de l'ère industrielle. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent le 2, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent leur 1,5. Et en plus, on n'a même pas le droit. Maintenant, c'est écrit dans les textes, on n'a pas le droit de se référer à ce qui s'est passé dans le monde avant. Par exemple, c'est connu qu'au Moyen-Âge, il y avait eu des changements de température assez extrêmes. Eh bien, non, on n'a pas le droit d'y référer. Et bien sûr, toutes les autres causes d'une possible montée ou baisse de température due à l'activité solaire, ben ça c'est jamais mentionné. Donc, voilà. Donc, et d'ailleurs, oui, simplement pour dire qu'ils vont lier tout ça et l'urgence environnementale qu'ils vont créer va permettre que les mesures soient permanentes et que l'OMS et les instances internationales nous contrôlent de manière permanente. Un virus, ce n'est pas suffisant pour ça. Et puis aussi, un virus, c'est pas comme on disait avant, c'est pas suffisant pour créer de grands déplacements de population. Donc tout ça, ça va, c'est ça qui va le permettre. Et bien sûr, il y a la famine, et puis il peut y avoir des guerres chaudes, il peut y avoir beaucoup de choses dans les années à venir. Donc, pour aller dans ton sens, Surmi, j'encourage donc la communauté à regarder la série Interligaré qu'on a fait avec Riton. Et d'ailleurs, on prépare très prochainement une émission donc sur l'écologie, l'environnement. Et je rappelle ce concept que je rappelle souvent, mais c'est important de revenir sur les pierres angulaires et les fondamentaux pour comprendre ce qui se passe. C'est le biopouvoir et la biopolitique qui va s'appuyer en partie sur la santé et l'environnement, qui vont être les 2 axes majeurs pour pouvoir créer des sociétés coercitives et qui vont soumettre les populations à travers donc des argumentaires pour le bien-être des populations, le bien-être du vivant. Et bien évidemment, on est écologiste dans l'âme. En tout cas, je suis écologiste dans l'âme, mais non pas l'écologie de l'oligarchie internationale qui est responsable elle-même de la destruction du vivant, de la biodiversité, de l'acidification des océans, de la déforestation, etc., etc., etc. Et je me permets quand même de continuer la citation que je présentais juste avant. Oui. Donc, il disait, je vous en prie, Urmi, c'est un échange, au contraire, c'est une émission un peu courte ce soir. Il y aura d'autres pandémies et d'autres urgences sanitaires majeures. La question n'est pas de savoir si, mais quand elles interviendront. Ensemble, nous devons être mieux préparés pour prévoir, prévenir, détecter et évaluer les pandémies, et pour y faire face efficacement de façon étroitement coordonnée. À cette fin, nous sommes convaincus que les pays devraient œuvrer ensemble à l'élaboration d'un nouveau traité international sur la préparation et la réaction aux pandémies. Je vous montre encore 2-3 liens rapidement. Vous voyez, l'ONU en parle, hein. Le monde doit renforcer la riposte de l'OMS et convenir d'un traité sur les pandémies. Ça, c'est sorti le 22 novembre 2021, donc sur le site de l'ONU, hein, news.un.org. La communauté internationale doit renforcer la préparation et la riposte de l'OMS aux urgences sanitaires et conclure un traité sur les pandémies, ont indiqué lundi les anciens coprésidentes du groupe indépendant d'experts sur la préparation et la réponse aux pandémies. Vous retrouvez ça donc aussi sur La Liberté, hein, qui est un site suisse, vu que ça se passe à Genève, sur suisseinfo.ch. Et aussi, je voulais vous le dire, lire la conclusion de Alternative Santé qui parle donc depuis le 4 novembre, ils ont sorti un article sur les prérogatives de l'OMS et l'Agence européenne du médicament renforcé. Je vous laisserai lire l'article, vous l'aurez sous la vidéo. Je vous lis juste la conclusion. Ce projet d'actualisation du mandat de l'EMA s'inscrirait dans le cadre plus large d'une Union européenne de la santé à venir qui prévoit un mandat renforcé dans le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ainsi qu'un projet de législation sur les menaces transfrontalières pour la santé. Autant d'outils qui, sur le papier, paraissent utiles pour une meilleure coordination. Mais au service de quelle vision de la santé? De la prévention? De la médecine? De la recherche seraient-ils déployés et mis à profit? Et à en juger par ce qui s'est passé jusqu'ici, il y a fort à craindre que ces nouveaux dispositifs juridiques en gestation augurent d'une
une forme d'autoritarisme encore accrue en matière de gouvernance mondiale de la santé, cette dernière se limitant pour l'instant à la gestion des pandémies. Et je voulais aussi vous partager 2 citations que vous connaissez peut-être, mais qui sont pour moi centrales pour comprendre ce qu'on vit actuellement dans la construction de ce nouvel ordre mondial, qui est un projet qui a plus d'un siècle. Cette citation de David Rockefeller qu'il faut qu'on connaisse tous par cœur. Il disait dans un journal officiel, vous pouvez retrouver ses dires, « Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. » Et donc, en fait, ces organismes internationaux sont tout simplement des outils, des structures qui vont leur permettre de faire passer le pouvoir politique au pouvoir économique. C'est déjà le cas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir économique est au-dessus du pouvoir politique. Mais là, ils veulent carrément le rendre légal. Ils veulent l'ancrer dans le marbre. Ça veut dire que ça sera le pouvoir économique et les grandes entreprises, les grandes multinationales, les grandes fonds de pension comme BlackRock, comme Vanguard, qui sont aujourd'hui les plus grands propriétaires de la Terre. Ils possèdent quasiment une quantité énorme de l'activité économique mondiale. Et si vous doutez, allez regarder, par exemple, ce qui est sorti en 2011 ou 2012 de la banque suisse UBS. UBS a fait une étude pour étudier quelle est la concentration de l'activité économique mondiale en termes de vente de services, de marchandises. Et bien, UBS avait montré qu'il y avait 113 acteurs qui contrôlaient 65% de l'activité économique mondiale. Ça veut dire qu'on est rentré dans un niveau de concentration, d'oligopole, de monopole, comme à travers les GAFAM, qui sont en train de concentrer tout le pouvoir économique et qui sont déjà au-dessus du pouvoir politique. Mais là, ils veulent faire un coup d'État officiel avec des traités internationaux qui vont leur permettre de construire ce nouvel ordre mondial avec tout ce projet de monnaie numérique mondiale, etc., etc. Et une deuxième citation de Rockefeller, c'est « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. » C'est pas moi qui le dis, c'est officiel. Donc leur projet, il est mis sur le papier. Donc oui, à la fois, il y a une conspiration, mais si vous faites des recherches, vous pouvez trouver toutes les informations. Avec Riton, aujourd'hui, on va principalement sur des articles universitaires, comme sur Kern.info. On va sur Wikipédia avec toutes les références qu'il y a évidemment sous les articles Wikipédia qui permettent de sourcer les données sur les différents articles. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre, parce que c'est aussi une conspiration ouverte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils assument une partie de cette volonté de construire un nouvel ordre mondial, évidemment sans afficher les vrais objectifs de mise en esclavage et d'aliénation totale de la population et de soumission des peuples simplement pour être des forces de travail et pour enrichir toujours une minorité, qu'à un projet mondialiste et transhumaniste. Ils veulent faire rencontrer l'homme et la machine, Klaus Schwab, la 4e révolution industrielle. Moi, personnellement, je ne rêve pas d'avoir une puce dans le corps, je ne rêve pas d'apprendre une langue à travers un disque dur qu'on m'aura intégré dans la tête, et je ne rêve pas de voir de nuit. Je suis un être humain, je respecte le vivant, je respecte la création, et je ne suis pas là pour me prendre pour un dieu et pour pouvoir contrôler ce qui m'entoure. Je parle à titre personnel, je n'impose pas ma vision des choses à tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est être conscient de la gravité de la situation, et donc oui, c'est officiel. Vous voyez, ces citations, vous pouvez les retrouver, ils affichent publiquement leur projet, tous les documents sont là, la constitution de l'OMS, le guide sur le traité que Rumi nous a présenté. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. Et donc on ne peut plus attendre à prendre du temps pour prendre soin de soi et pour simplement s'occuper de ses passions. Aujourd'hui, c'est une résistance active qu'il faut. C'est une résistance au quotidien. Donc excusez-moi, je suis un peu inquiet, en colère, mais c'est une colère qui est saine. C'est une colère qui me donne de la force pour rester debout et ne pour pas accepter la soumission qu'une minorité de quelques acteurs ou quelques dizaines, centaines ou milliers d'acteurs, peu m'importe, qu'ils soient 10, 100, 1000 ou 10 000, dans tous les cas, ils ne sont pas légitimes. Et donc, je resterai debout avec Tormi et le Front médiatique continuera de diffuser ces informations inquiétantes qui engagent vraiment, qui nécessitent un engagement réel de tous les citoyens pour rentrer en résistance active. On n'a plus le temps de tergiverser, de simplement faire des pique-niques et des apéritifs. Aujourd'hui, il faut rentrer en résistance active tous les jours, informer les gens autour de nous et rentrer dans des combats judiciaires à travers tous les axes de résistance qui existent. Il y en a tellement que je ne vais pas tous vous les citer, mais rentrer en résistance, la famille. C'est un devoir pour sauver le vivant. Nous sommes les gardiens du vivant face à ces monstres. C'est des psychopathes qui nous gouvernent aujourd'hui au niveau international. Ils ont tous des casseroles. Si vous faites des enquêtes sur tous les grands responsables de toutes ces grandes structures internationales, vous verrez que dans leur passé, ils ont fait des choses qui ne sont pas respectueuses du vivant. Nous voulons vivre en démocratie et en respectant l'humain et en respectant la terre. Et en fait, si on voit comment tout ça a évolué à partir du 19e siècle, d'abord,
je m'excuse d'avoir à dire ça, mais le premier pays qui a œuvré vers l'internationalisation des problèmes sanitaires, c'était la France hein, au 19e siècle. Les premières conférences, c'était par la France, c'était pas par David Rockefeller. Donc, le Rockefeller de l'époque, je veux dire. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très international et tous ces renseignements se trouvent dans un livre qui relate l'histoire officielle de l'OMS, un livre approuvé par l'OMS, donc qui relate toute l'histoire. Et par ailleurs, il faut savoir que tout est lié. Ce sont les mêmes organismes, les mêmes entreprises qui sont derrière le changement climatique, le mensonge climatique, le mensonge de Covid, du virus, et également tout ce qui est de rendre comment on appelle ça, le transgender, comment vous appelez ça en français, le fait qui est plus de deux sexes, je ne sais pas, je veux dire le transgender. Ouais, comment ils appellent ça, En français, je sais. Ouais, je ne sais plus non plus le terme, mais voilà, on parle de. Oui. Donc tout ça, c'est toujours les mêmes. Vous retrouvez les mêmes organismes qui ont introduit ça sur la place publique, qui ont œuvré vers ça, et comme dit le docteur Kuhnlein dans son interview, je veux dire même comment on appelle ça, l'homosexualité qui a été instrumentalisée. Donc c'est la première instrumentalisation pour faire passer le virus. Tout ça. Et je me permets, Romy, quand même de préciser que ça soit qu'on parle d'écologie ou qu'on parle d'homosexualité, bien évidemment, Romy et moi et le Front médiatique, on est pour le respect du vivant, voilà, pour l'écologie, on est pour le respect des choix individuels en termes de sexualité ou de choix de vie. La problématique, c'est l'instrumentalisation par ces élites à travers des choses tout le monde est pour la paix. Et donc, en fait, ils vont utiliser des arguments où tout le monde va être d'accord, mais en fait, ils vont détourner à travers une non-sincérité dans leur démarche. Donc, bien évidemment, pour prendre cette précaution, Romy, en aucun cas, on est dans une démarche d'homophobie. Bien au contraire, on est pour la souveraineté individuelle et la souveraineté nationale et la souveraineté des peuples. Oui, absolument. Je veux dire, on n'a pas du tout l'intention d'être... je veux dire, la tolérance pour tous, quelle que soit la personne, est absolument fondamentale. Mais contre l'instrumentalisation. Contre l'instrumentalisation, exactement. Mais là, vraiment, comme tu dis, l'heure est grave parce que là, c'est l'étape suivante. Le traité va leur donner la possibilité de vraiment avancer. Et comme on l'a dit la dernière fois, ils sont en train de se transformer rapidement pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Et je veux rappeler que 2028, d'après à nouveau leur texte, c'est là que l'homme sera déjà lié à la machine. Donc 2028, on est en 2021. Donc, merci, mais on y arrivera. Il faut à nouveau savoir que, premièrement, l'humain est toujours plus intelligent que les docteurs Frankenstein et je ne sais qui. Je veux dire, c'est pathétique. En fait, c'est pathétique leur vision. Mais pour ça, il faut surmonter la peur. Il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, la résistance russe, quand elle écrit aux Nations Unies et tout ça, les gens qui signent ça, ils le font sous leur nom. Alors, pourquoi garder des pseudonymes? Je veux dire, il faut qu'on le fasse sous notre nom. Les pseudonymes, c'est parce qu'on a peur. Ce n'est pas les années 40. Il y a une grande différence entre les années 40 et maintenant. Les années 40, la résistance, en France, c'était un petit groupe qui avait comme allié beaucoup de pays. Je veux dire, donc ça, c'était une chose différente. Mais maintenant, on est dans une situation où il faut que les gens dans la résistance surmontent leur peur. Et s'ils surmontent la peur, eh ben, tout le régime tombe. Je veux dire, tout ce qu'ils sont en train de faire tombe. Si on surmonte la peur et qu'on se lève et qu'on simplement droit et qu'on dise
que non, en mon nom, je veux dire, moi, je vivrai de cette manière, et je refuse cette technocratie. Et je ne vous oppose pas, ceux qui veulent de cette technocratie, qu'ils y aillent, qu'ils vivent comme ils veulent. Mais nous, sur notre territoire, celui qu'ils nous laisseront, parce qu'ils vont faire des compromis, parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. C'est impossible. Et ils le savent, ils n'ont pas les ressources. Quel territoire ils nous laisseront, on ne sait pas. Mais là, il faut qu'on dise, ben, nous, sur ces territoires, on aura ces valeurs, on va faire ceci, on ne vous demande pas la permission, mais on vous le dit. Voilà, on fera ceci, ceci. Quel est notre mandat? Notre mandat, c'est nous, parce que nous sommes le peuple. Donc, mais il faut le faire en notre nom. Il faut qu'on signe tout ça, et de plus en plus de gens à l'international sont d'accord pour le faire. Donc c'est ça, surmonter la peur, parce que les gens ont peur. Ah, si je signe avec mon nom et on envoie quelque chose aux Nations Unies, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, c'est une bataille de volonté, c'est une bataille de peur, l'argent et le pouvoir, c'est rien. Je veux dire, c'est toute personne qui n'a pas peur est complètement libre. Sinon, même si vous n'êtes pas emprisonné, vous êtes emprisonné par votre peur, vous êtes emprisonné par ce qu'ils vous font. Donc, excuse-moi, Kila, mais ça, c'est le grand projet, j'en parlerai. Juste, ouais, je t'en prie, Romy. Au contraire, ça me fait penser. Dimanche, on parlera avec une grande résistante tchèque, et vous verrez, elle n'est ni scientifique, et vous verrez, c'est une femme formidable, c'est elle qui a organisé la résistance depuis le début. Et donc, dimanche, on parlera de ce qu'on va faire un peu, donc, ça sera une grande invitée. Vous verrez aussi le côté humain de comment on se rencontre à l'international, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et qu'est-ce qu'elle a fait, et vous verrez une femme qui n'a pas peur. C'est pas une femme qui est connue, qui a des travaux scientifiques et autres. Non, c'est une femme comme toutes les autres femmes. Elle s'est levée seule en 2020, au printemps 2020, dans son pays. Et aujourd'hui, elle travaille main dans la main avec Stéphane Danka et avec tous les grands résistants internationaux. Donc, elle a construit ça toute seule. Je vais te laisser encore un mot de la fin, Romy, mais je me permets quand même rapidement de présenter cette citation de Rosa Parks pour aller dans ton sens. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Voilà, donc n'oubliez pas ça. On n'a pas à avoir peur parce que ce qu'on fait, c'est juste, c'est légitime. Voilà. Aujourd'hui, c'est une guerre contre les peuples, donc c'est même un devoir de rentrer en résistance face à ce qu'ils font. Et oui, et on est contre personne. C'est-à-dire qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et que les gens qui veulent ça, ou qui sont tenus par la peur, ils y aillent dans ce qu'ils font. Simplement, nous serons nous sur les territoires qu'ils nous laisseront, et nous serons, et c'est simplement ça. On ne leur demande aucune permission. C'est simplement affirmer au nom du peuple que nous sommes là, que nous aurons que les territoires qu'ils nous laisseront, parce qu'ils nous en laisseront, pour eux aussi, ça sera plus facile. Ils sauront exactement quelle opposition il y a, et ils sauront que cette opposition, comme tu dis, n'est pas un challenge pour eux. On ne s'oppose pas à eux. Simplement, nous, dans notre coin, on vivra comme on veut vivre. C'est tout. Et je me permets encore de partager rapidement 2-3 commentaires de Interligaré et de Riton. Il nous rappelle que l'OMS est un organe de dernier gouvernement mondial, l'ONU. Et le terrain de l'ONU a été offert par Rockefeller. Allez vérifier. Nous, on fait confiance. On travaille avec Interligaré depuis un bout de temps. Donc, n'hésitez pas. Après, il nous explique aussi, Riton, nos gouvernements occidentaux sont tous corrompus par les think tanks néolibéraux type CFR ou Bilderberg ou French American Foundation.
Voilà, donc voir tout ça aussi. Donc voilà, il appelle, il appelle à une révolution. Donc on parle de révolution, c'est pour une démocratie réelle. On ne parle pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il dit aussi, Riton, leur Non, non. idéologie première est anti-démocrate. Ils méprisent le peuple et donc les nations. Voilà, je me permets encore quelques interventions de Riton. Il dit aussi, le GIEC, parce que tu parlais du climat tout à l'heure, a été cofondé par Maurice Strong de la Fondation Rockefeller. Le GIEC qui est central dans les informations qui nous sont données donc sur le réchauffement climatique. Encore un ou deux commentaires. Il nous dit aussi, sans oublier l'écofascisme et le biofascisme. Tout à l'heure, quand je parlais de biopolitique et de biopouvoir, et bien derrière, ça se divise en écofascisme et en biofascisme. Donc, c'est le fascisme autour de l'écologie et le fascisme autour de la santé. Donc, soyons prudents. Mais il nous dit quand même, Riton, je suis optimiste. Ils font beaucoup d'erreurs. Voilà, donc n'oublions pas ça. Et enfin, allez, un dernier pour le plaisir. J'aime beaucoup Riton, il fait un travail fantastique. Hein. N'hésitez pas, la série Interligaré, c'est de la subversion. Leur technique principale, c'est la subversion par tous les moyens, cooptation, corruption, chantage, etc., etc., etc. En tout cas, voilà, je vais te laisser un mot de la fin, Ourmi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de rappeler l'importance aujourd'hui d'agir, l'importance de ne pas rentrer dans la peur, mais d'être debout, conscient de la gravité et du danger qui est devant nous et d'informer les gens autour de nous pour faire tomber le mur médiatique. Parce qu'aujourd'hui, si les citoyens français étaient conscients de ces projets, étaient conscients de toutes les erreurs volontaires qui ont été faites par les gouvernements et les autorités sanitaires par rapport au Covid-19, si les Français étaient conscients de tout le niveau de corruption, de tous les réseaux occultes qui gouvernent le monde et qui font des choses atroces dont on ne va pas développer ce soir, et ben en fait, les êtres humains, et en particulier les Français, parce qu'aujourd'hui, on est en France, et bien seraient debout. Donc, informez les gens autour de vous par rapport à tous ces mensonges. Ourmi, je te laisse un petit mot de la fin. Oui, juste une seconde, je voudrais revenir, parce que comme j'étais mathématicienne, surtout, je suis très, très, très déçue de l'usage fait des mathématiques. Les mathématiques sont une très belle matière, mais de l'usage qui en est fait, de dire une fois que si la température augmente de 2 degrés depuis l'industrialisation au 19e siècle, c'est dangereux, mais maintenant ils disent que c'est 1,5 degré, c'est dangereux. Je veux dire, ils sortent, comme je dis, ils sortent leurs chiffres, c'est comme des magiciens. Donc il y a aucune étude empirique derrière, c'est absolument abominable. Donc, et ce sont les meilleurs, soi-disant, je veux dire, des collègues que j'aime beaucoup. Mon propre, pas directeur de thèse, mais mon directeur d'études, un grand professeur de maths appliquées, est complètement dedans. Et je voulais aussi dire que Cambridge a soutenu l'écriture de mon livre, mais ce dont il ne savait pas, c'est que ce qu'il y aurait dans le livre. Donc, quand ils m'ont soutenu en me disant, et même mon directeur de thèse qui m'a soutenu financièrement pour écrire mon livre sur la transformation de la science en dogme, c'était en fait pour valider la pseudoscience. Ça, ils me l'ont dit plusieurs fois, même en m'emmenant dîner. J'espère que tu mettras fin à tout débat contre ce qu'ils appellent la science. Mais ces gens-là, c'est des gens extraordinaires, sinon. Je veux dire, mon directeur de thèse, c'était quelqu'un vraiment de... je veux dire, la manière dont il nous enseignait, tout ce qu'il a fait pour nous quand on était jeunes, c'était formidable. J'ai beaucoup appris de lui. Mon directeur de thèse, c'est le plus grand mathématicien de la seconde partie du XXe siècle. C'est un homme vraiment extraordinaire qui m'a toujours considéré comme sa fille. Je veux dire, c'est... voilà, maintenant, ils ont tous mon livre en main. Je crois qu'ils sont ils comprennent pas trop, mais en même temps, ils me disent, ils peuvent rien dire puisque je fais l'éloge de la vraie science. Et je crois qu'ils ont un problème avec la troisième partie qu'ils n'arrivent pas vraiment à assimiler. Mais voilà. Moi, je ne leur ai jamais dit. Je leur ai dit, oui, je ferai en sorte dans le livre que la science, que les gens comprennent ce qu'est la science, une fois pour toutes. Et c'est ce que j'ai fait. Mais simplement, pour eux, la science, et pour moi, la science, c'est pas la même chose. Voilà.
Un grand, grand merci Oumi. Et je rappelle aussi un grand hommage aux Martiniquais, aux Guyanais, aux Guadeloupéens aujourd'hui qui font partie de notre France et qui résistent et qui montrent la puissance de la résistance quand le peuple uni. Regardez, ils ont dû envoyer 2205 complémentaires, je sais plus si c'est en Guadeloupe ou en Martinique. Ils ont envoyé le GIGN et des RG pour filmer tous les ronds-points. Aujourd'hui, les dom-toms des Caraïbes et de l'Amérique du Sud française sont en résistance. On voit des peuples dans le monde entier qui résistent. On voit des manifestations aux quatre coins du monde. Évidemment, la manifestation n'est pas le seul moyen de résistance. Il faut qu'on diversifie nos moyens de résistance. Il faut qu'on construise à côté. Il n'y a pas de solution parfaite, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut agir. C'est plus le temps de se divertir, c'est le temps de rester debout face aux gens qui nous font la guerre, parce que quand il y a quelqu'un qui vient vous agresser, c'est pas nous qui nous agressons, et bien il faut au moins se défendre. Donc défendons-nous, c'est défense populaire et collective. Voilà, et on y arrivera. C'est-à-dire ceux d'entre nous qui n'avons pas peur, on va y échapper. Et donc nous et nos descendants qui n'avons de ceux qui n'ont pas peur, ils y réchapperont et ça sera l'avenir de l'humanité. C'est eux qui, dans les générations à venir, vont reconstruire l'humanité. Et il y a déjà quelques-uns d'entre nous, mais bon, on est encore très très peu parce que c'est pas toute la résistance. Hein. Donc on est très peu dans le monde, mais on y arrivera peu à peu. On ne force personne. On attendra que les gens, les autres, surmontent peu à peu leur peur. Et ceux qui veulent embrasser ce qui se passe, qu'ils l'embrassent, cette technocratie, c'est aussi leur choix. Il y aura deux mondes parallèles jusqu'à ce qu'un jour, l'humanité reprenne complètement le dessus sur la planète. Mais peut-être ça ne sera pas dans notre génération. Mais au moins nous, qu'on puisse on pourra reconstruire dans le territoire qu'ils nous laissera et qu'ils nous laisseront parce qu'ils vont nous laisser un territoire. Ça, c'est certain, ils le savent. Donc, pour ceux qui n'ont pas peur, sachez qu'on y arrivera. Et les autres, on vous attend, on ne vous presse pas. Ça prend du temps de surmonter une peur et on ne la surmonte jamais. Moi, à chaque fois, chaque jour, je ne sais pas quelle est ma limite. Je ne sais pas quand est-ce que je craquerai. Je ne sais pas. Aucun d'entre nous n'avons été dans cette situation. Je n'ai jamais pensé, et même de parler publiquement. Donc, d'être dans cette situation, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, la peur sera telle que je ne pourrai plus résister. Donc, il ne faut surtout pas se surévaluer. Mais voilà, et il faut, sans se surévaluer, à chaque fois, il faut y aller, il faut faire ce qu'on a à faire sans penser à cette peur ou quoi que ce soit, parce que c'est la peur qui nous emprisonne. C'est la peur et rien d'autre. Notre prison, c'est la peur. Je veux dire, même si vous n'êtes pas emprisonné, comme je disais, dans une prison réelle, la peur vous tient, la peur vous emprisonne. Donc, mais c'est facile à dire, je le sais, mais donc, il faut le faire lentement, 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 et un jour, peu à peu, ça sera toute l'humanité qui aura surmonté sa peur. Et donc, merci. Merci beaucoup, Ourmi, pour cette fin optimiste. Et oui, nous sommes heureux d'être debout et de vous informer. C'était Résistance internationale numéro 4 avec Ourmi Rey et Akina sur le front médiatique. On lâche rien. Belle soirée, Ourmi. À très vite. Oui, bonne soirée. Merci beaucoup. Bravo à toi d'être debout. Merci. On est beau. On est ensemble. On est fort. Le moment. On lâche rien. Ciao. Allez, au revoir.